Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture avec les tout-petits. Alors, les tout-petits, qu'est-ce qu'on entend par là? On parle des tout-petits, on parle des 0-3 ans, on parle des 1000 premiers jours de la vie. En fait, ici, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des enfants d'âge préscolaire, depuis leur naissance jusqu'à leurs 3 ans à peu près. Et précisément, ces tout petits, ces 0-3 ans, beaucoup de bonnes fées se sont penchés sur leur berceau, des psychiatres, des psychologues, des neuroscientifiques, des sociologues et même des économistes. Alors tout ce beau monde-là a pris des chemins très différents, mais tous vont globalement dans le même sens et nous montrent l'intérêt de favoriser l'éveil culturel des tout petits, en particulier par la parole et avec la lecture. Voici donc, d'abord, des raisons de lire avec des tout-petits. Pourquoi lire à des bébés qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit? Eh bien, en fait, il y a pas mal de raisons à ça. Il est particulièrement intéressant de lire avec de jeunes enfants, car les bagages acquis durant la toute petite enfance vont nous accompagner durant toute notre vie d'adulte. Et ça, c'est au cours des années 60 que les psychiatres et les neuroscientifiques ont vraiment pris la mesure de tout ce qui se joue au cours de nos premières années. En fait, il s'agit du moment de notre vie où le cerveau connaît sa période de développement neuronal la plus importante. C'est un stade particulièrement propice aux apprentissages, avec des impacts dans la durée. Ainsi, un enfant avec lequel on aura lu des histoires dans sa petite enfance bénéficiera d'une meilleure maîtrise de la langue toute sa vie durant, mais pas seulement, puisqu'il n'y a pas que la langue en fait derrière la lecture précoce. Alors, les bébés ont aussi un grand besoin de contact social, d'attention et de sécurité affective. Les trois sont vraiment liés. Et ça a été étudié dès les années 1950. Le psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby a développé la théorie de l'attachement et expliqué que ce besoin inné de contact social fait partie, vraiment, des besoins primaires des jeunes enfants au même titre que le sommeil, que l'alimentation, que l'hygiène, et qu'il est quasi nécessaire à sa survie, en tout cas qu'il est primordial pour le développement de ces tout petits. Plus tard, dans les années 80-90, le psychologue et neuroscientifique Hubert Montagnier est allé encore plus loin, en démontrant que cette sécurité affective du jeune enfant lui est nécessaire, oui, pour libérer pleinement ses émotions, ses affects, ça, voilà, mais aussi d'autres compétences qui a priori n'ont aucun lien, comme le langage justement, mais aussi la bonne coordination des gestes, et puis une acuité visuelle soutenue, une attention visuelle maintenue. En fin de compte, lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants, il est difficile de faire la part des choses entre l'éveil culturel, les liens affectifs et l'ensemble de leur développement, qu'il s'agisse du développement moteur, affectif, de langage, etc. Parce qu'à cet âge-là, tout est lié. Le développement doit être pris globalement dans son ensemble. Et là, vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec la lecture? J'y viens. Quand on lit à un tout petit, on est à la fois dans l'éveil culturel et dans le lien, dans l'attention, dans la relation. Quand on partage une histoire avec un jeune enfant, les mots qui lui sont adressés, l'objet livre qu'on manipule ensemble, la posture souvent proche du câlin, on prend l'enfant sur ses genoux, ou alors il va être blotti contre l'adulte qui lit l'histoire, contre l'épaule de la personne qui lit. Tout, tout va vraiment dans le sens d'une relation et d'une relation positive. Et alors, donc on est vraiment dans le lien, on est vraiment dans la relation, typiquement dans la sécurité affective dont nous parle John Bowlby puis Hubert Montagnier. Mais parmi les différentes formes que peut prendre l'éveil culturel des tout-petits, l'une des forces vraiment propres à la lecture, c'est le langage. Les bébés ont de grands besoins d'attention et de contact social, on vient de le voir, mais ils apprécient particulièrement qu'on leur parle, qu'on s'adresse à eux avec des mots. L'importance de parler aux bébés, à ces petites personnes que sont les bébés, elle a été démontrée dès les années 70.
Alors que les nourrissons ne comprennent pas encore ce qu'on leur dit, ils sont déjà, malgré tout, très en demande de mots, d'adresses parlées. Et c'est précisément ce qu'on fait quand on leur lit une histoire. Ils préfèrent globalement les textes lus dans leur langue maternelle, surtout les tout petits. Parce que dès la naissance, ils viennent au monde avec une mémoire. Et ils se souviennent en particulier de la langue parlée par leur mère, par leurs parents, qu'ils ont entendue in utero. Ainsi, dès ses tout premiers jours de vie, un nouveau-né va se tourner plus volontiers vers quelqu'un qui parle la même langue que sa mère, la langue qu'il reconnaît, la langue que spontanément il préfère. Donc, ne nous décourageons pas en pensant qu'il est inutile de lire à un bébé parce qu'il ne va pas comprendre le sens de ce qu'on lit. Oui, il ne comprend pas ce qu'on lui lit, mais même s'il ne comprend pas, déjà, il aime qu'on lui porte de l'attention, qu'on s'adresse à lui et qu'on lui dise des mots qu'il reconnaît, qu'il apprécie, surtout s'ils sont dans sa langue maternelle. Alors, par rapport au langage, on pourrait dire que quand on parle à un bébé, on n'a pas besoin de lire en fait pour lui parler. On n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin de partager une lecture, et là on aura à plein la sécurité affective, avec tous ses bienfaits sur le développement global du bébé. Bon, oui, c'est vrai, mais par rapport au langage, au fait de juste parler, les livres possèdent aussi une valeur ajoutée. En fait, la lecture, c'est l'occasion de donner à entendre des mots différents de ceux du quotidien, avec des phrases qui sont structurées différemment et un vocabulaire qu'on n'emploie pas forcément au quotidien. Et là, il y a une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Marie Bonafé. Marie Bonafé, psychiatre et psychanalyste, qui est l'autrice du livre désormais classique, un livre manifeste, Les livres, c'est bon pour les bébés. Marie Bonafé, elle distingue la langue factuelle de la langue du récit. Si je dis la langue factuelle, c'est une langue très très présente au quotidien. Par exemple, pour vous donner des idées, si on dit attention, c'est chaud, passe-moi le sel, hop, au bain, on y va? Voilà. Là, on est vraiment dans la langue factuelle, langue très utilisée dans la vie de tous les jours. Alors que la langue du récit, on l'utilise spontanément moins, on l'utilise quand même, mais spontanément moins, et elle est déjà voisine de l'écrit. Par exemple, si je dis en langue factuelle, oh, il y a des oiseaux là-haut, on est dans la langue factuelle. Si je dis, ah, les hirondelles sont arrivées, elles ont passé l'hiver dans les pays chauds, et les voilà de retour pour tout l'été. Là, je suis dans la langue du récit. On parle des mêmes oiseaux, mais on est rentré dans la langue du récit. Et la lecture, qui emploie la langue du récit, permet aux jeunes enfants euh, d'entrer dans cette langue du récit et va ensuite, par ricochet, leur permettre plus tard d'accéder à l'écrit d'une façon plus facile, plus naturelle, parce qu'ils ne seront pas en terrain complètement inconnu. Et il ne s'agit pas seulement de favoriser l'apprentissage de la lecture, cette langue du récit, elle va aider beaucoup à développer l'imaginaire. Donc il n'y a pas que la question du langage qui se joue, il y a bien d'autres. L'imaginaire, développer l'imaginaire et par là se construire soi-même comme personne. Euh, Prendre de la distance avec les situations vécues grâce à la lecture. Les émotions, les peurs, les séparations. Euh, on peut penser par exemple aux bébés qui voient leurs parents partir tous les jours au travail et qui eux sont gardés à la crèche ou par une assistante maternelle. Hop, ça va permettre aussi d'apprivoiser ces moments-là euh, par un effet miroir. Je vous montre deux petits livres, Komako Sakai et Yukiko Kato, pour ce livre Dans l'herbe, où là on voit la peur d'être perdu par cette toute petite fille. Et voilà, là on est vraiment là-dessus, sur l'effet jouer avec les peurs, les émotions, les apprivoiser, les dédramatiser. Beaucoup d'albums remplissent cette fonction-là. Et puis, au-delà de ça, lire avec les enfants leur donne accès à l'empathie, le fait de pouvoir se mettre à la place des autres, et donc va favoriser leurs liens sociaux ensuite. L'empathie, mais pas seulement, le second degré aussi. Le second degré, l'ironie. Le second degré et l'ironie qui sont maniés
d'une façon beaucoup plus aisée par les enfants issus des classes moyennes et supérieures par rapport aux enfants issus des classes défavorisées, grâce en partie à la lecture, le fait d'être extrêmement à l'aise avec le langage et la lecture qui est une clé d'accès à tout ça. Donc on voit bien que beaucoup de choses se jouent autour de la lecture. Et j'en rajoute, il y a encore un autre avantage à la lecture précoce. C'est le fait de favoriser l'insertion sociale et de faire reculer les inégalités. Alors quand je dis ça, on se dit, ouh là là, c'est énorme. C'est un très très gros programme par rapport à des modestes petites lectures avec des tout petits enfants. Oui, c'est vrai. Ça fonctionnera uniquement si c'est régulier, si c'est répété, si c'est dans le quotidien. Alors, venons-en. Au fait, tout jeune, les enfants, ils sont spontanément intéressés par la lecture. Et ça, y compris lorsqu'ils viennent de familles éloignées du livre. Donc il y a une forme d'égalité devant la lecture de la part des très jeunes enfants. Et ça, on l'a déjà dit, c'est aussi le moment où ils vont faire des apprentissages dont les impacts seront durables. Donc là, on est vraiment, je dirais, à un bon moment pour ces deux raisons-là, pouvoir s'adresser à eux. Et alors, c'est là que les économistes interviennent. Il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle James Heckman, qui a étudié des cohortes d'abord de bébés, puis d'enfants, puis d'adultes sur une quarantaine d'années. Et lui, il a estimé qu'investir dans les programmes éducatifs en ciblant les 3 premières années de vie, le début de la vie, va permettre d'aider les enfants dans leur future vie d'adulte avec à la clé de meilleurs revenus, une meilleure santé et une meilleure insertion sociale. Et lui, il traduit ça en termes de chiffres. Regardez tout l'argent que la société économiserait au final si elle investissait dans des programmes éducatifs et d'éveil de qualité pour les jeunes enfants. Elle serait gagnante de façon purement économique à long terme. Bon. Alors, euh, ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que chez les jeunes enfants, tous les stades du développement sont liés, enfin, pardon, tous les développements sont liés, affectifs, moteurs, la gestion des affects, des émotions, du langage, tout est lié. Et donc, effectivement, si on intervient tôt, on a des chances d'améliorer la vie durablement sur bien des points très différents pour ces enfants. Si je suis tout à fait honnête, James Heckman ne vise pas que la lecture. Il cible des programmes éducatifs d'éveil qui débordent la lecture pure, mais la lecture est dedans. Alors, si maintenant je me rapproche du livre en prenant uniquement l'acquisition du langage, si on ne s'intéresse qu'à l'acquisition du langage, il y a une célèbre étude américaine qui a été menée en 2004 par deux personnes, Betty Hart et Todd Risley, et cette étude a établi, tenez-vous bien, qu'à 4 ans, un enfant issu d'une famille défavorisée a entendu 30 millions de mots en moins en moyenne par rapport à un autre enfant du même âge issu d'une famille aisée. Ça, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis en 2004. 30 millions de mots, mais c'est énorme, ça paraît fou. Euh, la raison à cela, c'est que les enfants des familles défavorisées, leurs parents vont beaucoup moins être disponibles pour leur parler au quotidien à la maison, pour leur lire des livres, mais aussi pour leur parler, pour s'adresser à eux, parce qu'ils sont davantage dans toutes sortes de démarches pour joindre les deux bouts et pour parvenir à assurer l'existence, les besoins de base. Donc, cet enfant issu d'une famille défavorisée, il arrive à l'école avec 30 millions de mots en moins en moyenne par rapport à ses camarades plus riches, issus de familles plus riches. Et cet écart de maîtrise du langage est assez énorme. Ça va du coup automatiquement ralentir son apprentissage de la lecture. Et globalement, ça va lui demander plus d'efforts en général dans sa scolarité. C'est quelque chose qui va le suivre. Des efforts supplémentaires par rapport aux autres à devoir faire, avec du coup tous les impacts que ça va avoir sur sa future insertion sociale, sur sa future vie professionnelle, etc., etc. Plus récemment, et en France cette fois-ci, on a le sociologue français Bernard Lahire qui a développé dans son livre Enfance de classe en 2019 combien
Les écarts dans l'apprentissage du langage étaient révélateurs des inégalités sociales. Bernard Lahire analyse la pratique de la lecture en famille comme un véritable marqueur social qui va être sous-représenté dans les familles françaises défavorisées. Et c'est intéressant, lui va même plus loin en expliquant comment un auteur très populaire en France, qui est Claude Ponty, comment le fait d'apprécier Claude Ponty, ça reflète globalement de quel milieu social on vient. C'est aussi un marqueur social. Euh, il va dire qu'en effet, les classes moyennes et supérieures, dans les classes moyennes et supérieures, les familles vont davantage apprécier Claude Ponty que dans les autres familles moins favorisées. Et effectivement, les familles des classes moyennes et supérieures qui pratiquent la lecture au quotidien avec leurs enfants, ils vont être en mesure d'apprécier les jeux sur le langage qui sont omniprésents dans les albums de Claude Ponty. Et pour ça, il faut être vraiment à l'aise et avoir cette pratique euh, ancrée dans le quotidien du langage. Voilà, là c'était vraiment pour essayer de vous faire un panorama un peu de toutes les bonnes raisons qu'il peut y avoir à lire des histoires avec les tout-petits, avec ces jeunes enfants de 0 à 3 ans. Il en existe plein, de toutes sortes, plein de bonnes raisons de lire avec eux, même lorsqu'ils sont de tout petits bébés. Et parmi toutes ces bonnes raisons, je souhaiterais juste qu'on n'en oublie pas une qui est fondamentale, qui est tout simplement le plaisir de lire ensemble, le plaisir de partager des émotions à deux. Euh, la lecture, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais elle vient créer ou renforcer, nourrir en tout cas un lien entre l'adulte qui lit et le jeune enfant. Elle amène de la complicité autour du livre qu'on lit ensemble. Elle amène de la détente, du plaisir. Et plus le livre va être introduit tôt, plus il va être un objet de plaisir. Alors, maintenant que voilà, on est tous extrêmement convaincus que lire avec les tout petits, c'est quelque chose de très positif, eh bien, que lire? À quel âge? Ça, c'est la grande question qu'on nous pose toujours. Quels albums choisir avec les jeunes enfants? Alors, du coup, je vais vous en montrer une petite sélection. Dans les 6 premiers mois de la vie, vraiment les petits bébés, les nourrissons, ces jeunes bébés vont être sensibles à la sonorité des mots, à l'intonation qu'on emploie quand on lit, à la musique de la phrase, tout ce qu'on appelle en fait la prosodie. Les tout petits se concentrent beaucoup sur les sons, d'autant plus qu'ils voient pas très bien. Et tant que le bébé n'est pas encore dans la manipulation active du livre, c'est tout à fait possible de lire des livres, des vrais livres, des livres avec des pages en papier. Pas des livres cartonnés, ça c'est possible. De toute façon, ils ne sont pas encore en train de manipuler, donc on peut y aller tranquillement. Ils sont vraiment sur les sonorités. C'est un âge où on peut facilement du coup leur lire des rimes et des poésies, des textes rythmés. Ça va beaucoup leur plaire. Alors là, je vous montre un livre qui s'appelle Poèmes pour bébés, des petits haïkus. Des petits haïkus, un livre qui est très très grand. Ça aussi, c'est intéressant. Je vous ai dit qu'ils ne voyaient pas très bien, les tout petits. Donc, avoir un grand livre avec des petites poésies à l'intérieur, bah oui, c'est intéressant. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, en plus, les images, elles sont en noir et blanc, ce qui est particulièrement adapté à la vision qui est encore floue à cet âge, hein. Les bébés, quand ils naissent, ne voient pas très bien, ils voient bien les contrastes. Donc, noir et blanc, c'est super. Euh, Puisqu'on est sur le noir et blanc, ça, c'est aussi un petit livre d'Amandine Laprin qui s'appelle Rivière et qui montre plein d'animaux de la rivière. Alors, en noir et blanc, oui, avec des contrastes, oui, mais pas que. Alors, si j'arrive à tourner la page, voilà. Là, cette petite libellule, elle apparaît en couleur, elle apparaît en noir et blanc. Qui fait que le livre sera aussi intéressant un peu plus tard, quand l'enfant pourra manipuler, qu'il aura plaisir à manipuler, hein, quand il sera déjà dans l'appréhension. Mais là c'est parfait, ces petites silhouettes. C'est un livre sans parole, donc complètement à l'inverse de ce que je vous disais juste avant sur la prosodie, le son, etc. Mais ça fonctionne aussi très bien. Euh,
Et puis, si on retourne vers le son, vers les livres qui se lisent en chanson, il y a toute la série des petites comptines euh, de Julia Chausson. Bon, là, j'ai pris Pomme de Reinette, un grand classique, hein, avec en plus des contrastes de couleurs assez forts. Donc, voilà, ça marche tout à fait bien. Puisque oui, je disais que les enfants voyaient pas très bien, que le noir et blanc, quand ils sont tout petits, les contrastes, c'est adapté. Les couleurs vives, c'est bien aussi. Donc là, voilà, dans ce livre de comptines Pomme de Reinette de Julia Chausson, ça marche très bien. Dans un genre différent, Dans mon jardin, de Corinne Dreyfus. Corinne Dreyfus, elle a recours à des images contrastées avec des couleurs vives, bien adaptées à des très jeunes enfants. J'ai sauté une page, mais c'est pas grave. Voilà, et le début, en plus, s'apparente à la comptine. Dans l'arbre, il y a un nid, un oiseau, un cœur, etc. Mhm. Donc, un livre très rythmé dans les sonorités avec des ritournelles qui reviennent. Il y a, dans mon jardin, il y a un arbre, caché dans l'arbre, il y a un nid, blotti dans le nid, il y a, etc., etc. Ça rythme, ça berce. Des livres qui se lisent avec des formes de refrains qui sont pas chantés, mais qui font quand même penser à de la musique. Alors, voilà pour les petits bébés. Et quand les bébés, après 6 mois, globalement, mais chaque enfant est différent, vont arriver à développer beaucoup plus leur capacité à attraper leur faculté de préhension, là, ils vont vouloir manipuler le livre. Et c'est bien qu'ils puissent le manipuler puisqu'on sait que les bébés, les jeunes enfants découvrent le monde avec leurs sens. Donc, c'est normal qu'ils veulent mâchouiller un livre, même si c'est pas très bon pour le livre. Donc, il faut essayer de trouver une part du feu par rapport à tout ça. Euh, et c'est là aussi que les livres cartonnés vont prendre leur intérêt. Il y a énormément d'albums pour petits qui sont cartonnés, on comprend pourquoi. Alors, donc ils vont vouloir de plus en plus manipuler le livre, essayer de tourner les pages tout seul, tenter de répéter les sons qu'on leur dit, d'intervenir vraiment dans la lecture et puis pointer les images du doigt. Alors, pointer les images du doigt, je vous ai pris un grand classique de Jeanne HB qui vraiment euh, a écrit beaucoup d'albums pour tout petits qui sont extrêmement présents dans les bibliothèques, en librairie, dans les chambres des enfants. Alors, Jeanne HB avec Cachatrou, euh, là, en fait, le bébé est amené à intervenir puisqu'à chaque page, on lui dit mets ton doigt dans le petit trou. Un livre-jeu, un peu, mais ça correspond bien aussi à un stade du développement de l'enfant où le bébé va sans cesse vouloir pointer du doigt, manipuler. Et du coup, ça en fait un livre-jeu. Et puis, de page en page, ce petit refrain qui revient, mets ton doigt dans le petit trou, ça correspond aussi à ses besoins d'entendre des livres qui sont des livres musicaux, en fait, entre la poésie et la musique. Alors, ces bébés qui vont pointer du doigt, ils vont aussi aimer pointer des images pour qu'on leur dise de quoi il s'agit. Et là, on peut avoir les imagiers qui vont être intéressants. Les imagiers, il y en a de toutes sortes, évidemment. Et pointer du doigt les images, ça permet d'apprendre le mot qu'il y a derrière, mais on a des imagiers qui sont pas, comment dire, uniquement des imagiers, il y a de tout. Là, je vous donne un exemple, Tu ressembles à quoi? De Judith Gueffier. Je vais vous donner plusieurs exemples d'imagiers, puisque les imagiers sont vraiment des grands, grands classiques. Euh, c'est encore un livre un peu poétique, plein de rides, plein de joues, avec à chaque fois des portraits. Des portraits et des mots qui souvent riment. Cheveux sages, cheveux fous, etc. Donc là, on a quelque chose d'assez poétique, mais on peut avoir un imagier mouvementé, avec encore des couleurs très vives, Véronique Joffre, où là, on ne dit pas c'est l'autruche chez l'arrosoir, mais le mouvement qui correspond, ramper pour l'escargot sur l'arrosoir, courir pour l'autruche.
des imagiers plus classiques, adaptés à l'univers quotidien des petits bébés. Donc là, on est vraiment sur un livre Nous les bébés d'Alexandra Garibaldi et Christine Davenier qui va montrer le quotidien, du quotidien de ces petits-enfants, tout ce qu'ils vont avoir autour d'eux dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et puis, là, on n'est pas sur un imagier, on est sur une forme de livre-jeu. Coucou, je te vois. Coucou, je te vois. Alors, les noms des auteurs, je les prononce mal parce que ce sont des auteurs asiatiques. Je ne suis pas certaine de la façon dont on prononce, mais Aeri Lee et Jeong-sun Choi. Où là, c'est vraiment un livre-jeu où on va pointer qui est caché et essayer de deviner. Là, plus l'enfant saura parler, puis il pourra non seulement pointer, mais dire un dinosaure. Ah, c'est un dinosaure. Et oui, c'est le dinosaure. Ah, c'est un chat. C'est un lion. Pardon. Voilà. Et deviner de quel animal il s'agit. Et puis toujours, hein, toujours les livres bien rythmés, avec des répétitions de formulettes qui font qu'on peut les lire comme des chansons. Et là, je montre ce grand, grand classique de Petites Mains et de Petits Pieds de Mem Fox et Hélène Oxenbury, avec sans cesse ce refrain qui revient et qui est à chaque fois avec des portraits de duos de bébés. Et ces deux bébés, tout le monde le sait, ont deux petites mains et deux petits pieds. Complètement à l'inverse de ce que je viens de dire, je parlais des bébés qui grandissent, qui apprécient de manipuler seuls aussi des livres, et on a des livres qui vont être absolument sans parole. Je vous en ai montré un tout à l'heure, l'imagier, enfin c'est pas un imagier, mais c'était le livre La Rivière. Là, voilà un autre petit livre qui s'appelle Tous emmitouflés de Marie-Noëlle Horvat. Il n'y a aucun texte et il est en carton. Il se laisse manipuler très facilement. Et là, l'enfant qui grandit, qui arrive à tourner les pages, va pouvoir se faire plaisir en le lisant tout seul. Ou accompagné, bien sûr, rien n'empêche, mais c'est facile aussi pour lui. Avec le fil rouge de l'histoire. Alors, ensuite, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des cases et les faire rentrer dans les cases en disant ah, pour tel âge, il faut ça précisément. Ce que je vous dis, c'est toujours apprendre en adaptant à l'enfant que vous avez devant vous. Et puis, comme toujours, avec les tout petits, les choses vont très très vite. Donc, voilà, vers 2 ans, les histoires s'allongent de plus en plus. Euh, et c'est là où parfois, nous, les adultes, on va avoir une tentation qui est bien naturelle, qui est de vouloir utiliser les livres. euh, pour régler les questions du moment. Hum, Comme le sommeil, la propreté ou le déménagement, l'entrée à l'école, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, etc. Euh, voilà, tout plein de sujets qui peut être intéressant d'aborder grâce aux albums, qui ont certainement quelque chose à apporter, mais sans avoir pour autant de pouvoir magique. Euh, Par contre, en prenant quand même bien garde à ce que d'autres albums sans message soit bien représenté pour que la lecture reste ce moment de plaisir partagé et qu'il n'y ait pas trop d'autres enjeux qui pourraient interférer et finir peut-être par créer, oui, peut-être par faire de la lecture un moment plus si agréable que ça si c'est trop instrumentalisé. Mais, heureusement, les auteurs savent tout faire. Donc, si on prend le sujet qui préoccupe la grande majorité des jeunes parents, le sommeil, et des professionnels de la petite enfance, arriver à faire dormir les enfants. Il existe des albums qui abordent ça tout en finesse, sans message automatique, sans dire bravo, tu as réussi à dormir. Voilà. Je vous en montre deux que j'aime beaucoup. Alors, Amélie Tchaikovsky, Chut, il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment, qui est vraiment un album très très doux, euh, qui est poétique, qui est calme, qui instaure un moment vraiment de détente, de calme, qui accompagne le moment du coucher de façon très imagée, sans qu'il y ait besoin d'en rajouter. Et puis,
tout à fait différent. Bernadette Gervais, 1, 2, 3 sommeil, où là, on est vraiment sur le rituel du coucher, décrit pas à pas, sans jugement, sans bravo, sans tu as réussi ou quoi que ce soit. Euh, Comme un petit poème, un petit haïku. 1, 2, 3, le soleil se couche, 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 comme une petite chanson. Voilà. 1, 2, 3, les nuages, 3 nuages passent, 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 jusqu'à ce qu'on en arrive. Ça décrit pas à pas les étapes vers le sommeil, jusqu'à ce qu'on en arrive à la fin logique. Je m'endors, dors, dors, sans qu'il y ait, encore une fois, de messages qui soient trop martelés. Et ça, il y a quand même beaucoup d'albums qui sont très très forts pour remplir avec plaisir ces deux fonctions chouettes d'arriver à accompagner les étapes de la vie et parfois un peu délicates, et puis tout en conservant le plaisir, la beauté, la poésie. Voilà, en gros, ce qu'on peut lire dans les grandes lignes à certains âges. Et puis, bah, les conseils pour se lancer, si vous voulez vous lancer dans la lecture avec des tout petits, puisque vous êtes pleinement convaincu maintenant. Alors, le premier, c'est les rituels, la régularité, qui vont être très, très importants. Avoir des temps de lecture bien réguliers, bien installés dans le quotidien de l'enfant. Là, ce sera nettement plus bénéfique quand c'est régulier et répété quotidien que la super lecture spectacle faite par des comédiens magnifiques, qui sera génial à voir, mais qui ne va pas leur apporter la même chose si ça n'est qu'une fois, même si c'est magnifique, même si c'est quelque chose de très 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 qualitatif, qu'une petite lecture modeste faite tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui est important également? Ben, le moment choisi, bien sûr. Un tout petit bébé en particulier. Mais il faut qu'il soit en phase d'éveil, tout simplement, qu'il n'ait pas sommeil, et que tous ses besoins soient satisfaits, qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas besoin d'être changé, qu'il soit bien au confort, etc. Euh, Ça, c'est pour les tout petits. Puis à l'inverse, quand on est sur des enfants, là, à partir d'à peu près 18 mois, ils viennent de découvrir la marche, ils sont en pleine forme, euh, ils ont vraiment besoin là de sortir, d'aller dehors, ils sortent de la sieste, ils brûlent d'aller courir. Bon bah ok, c'est le moment où il a envie de sortir, on remet le livre à plus tard, un moment propice. On peut pas l'imposer, un moment plus calme peut-être. Et oui, je parlais des enfants qui découvrent la marche. Là, j'ouvre une petite parenthèse aussi pratique, puisque entre 18 mois et 2 ans, souvent, on a des bambins qui sont des déménageurs, qui sont très enthousiastes par rapport à leur nouvelle faculté de marche qu'ils ont découverte peu de temps avant. Donc, ils sont souvent, quand on leur lit une histoire, ils se mettent à déambuler partout dans la pièce, à construire des tours. On a l'impression qu'ils n'écoutent pas du tout, qu'ils vivent leur vie. Parfois, c'est le cas. Mais en général, même s'ils ont beau ne pas être blottis contre vous à regarder et qu'ils sont en train de faire toute autre chose, souvent, 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 ils écoutent quand même, en fait. Et en tout cas, c'est inutile de vouloir les forcer à se poser, de vouloir leur imposer de s'asseoir pour écouter. Ce serait même à la limite contre-productif. Donc voilà, dites-vous bien que très souvent, ils écoutent, et puis si vraiment ils n'ont pas envie, bah, pas la peine d'insister, hein. Que dire d'autre? Le confort, bien sûr. Le confort, c'est important pour le bébé, pour l'enfant, c'est important pour vous aussi d'être bien à deux. Et puis, ah oui, oui, parfois les adultes n'osent pas lire parce qu'ils ont le sentiment de ne pas savoir faire. On a beaucoup de parents qui vont me dire ça, qui ont le sentiment de ne pas bien mettre le ton, de ne pas bien dire les choses, de mal lire. Et franchement, ce n'est pas grave. Les jeunes enfants, déjà, ils sont attachés au fait de partager ce moment privilégié avec un adulte qu'ils apprécient. Mais puis aussi, en dehors de ça, euh, ils sont attachés à la permanence du texte. Ça a quelque chose de rassurant pour un enfant de retrouver les mêmes mots, dits dans le même ordre, au même endroit du livre, à la même page. Alors, même si vous dites un texte sans faire d'effets spéciaux avec votre voix, ça fonctionnera tout à fait. On n'a pas besoin d'être des grands comédiens pour offrir un beau moment de lecture à un jeune enfant. Par contre, ce qui peut, à l'inverse, c'est le pendant un peu de ça, ne pas faire leur affaire, c'est quand on a cette tentation très naturelle de vouloir changer un mot, d'interrompre l'histoire pour expliquer. Alors là, tu vois, ça, c'est... bon, ça,
pour commenter ce qui se passe. Ça va pas vraiment faire leur affaire, sauf si c'est leur demande. Sauf si eux qui spontanément disent «Ah, c'est comme chez mamie». Voilà, bon là, ok. Mais évitons d'interrompre trop parce qu'ils sont vraiment attachés à ce que ce soit la même histoire répétée de la même façon à chaque fois. En fait, c'est important de s'en tenir au texte. Voilà. Et d'ailleurs, souvent vers 2 ans, les enfants, ils ont quelques albums favoris qu'ils connaissent par cœur, ou quasiment par cœur. Et si vous dites un autre mot, ils vont vous reprendre. Et puis enfin, là, pour les professionnels, si vous êtes bibliothécaire ou professionnel de la petite enfance, les enfants aimant les répétitions, beaucoup, beaucoup les répétitions, c'est important quand vous avez une sélection que vous amenez régulièrement en crèche ou avec les assistantes maternelles ou ailleurs, d'avoir un noyau d'albums qui vont rester les mêmes. Parce qu'ils aiment retrouver ces albums et ils ont besoin de répétitions. Ça correspond aussi à leur développement. Donc, garder un noyau dur et puis en mettre d'autres autour qu'on peut varier. Et puis, dans l'idéal, quand on mène des lectures à un groupe d'enfants, c'est vrai que c'est encore un âge qui est très individualiste. Donc, c'est important, même en groupe, de laisser les enfants venir vous désigner l'histoire qu'ils veulent entendre dans la sélection que vous avez mise par terre ou enfin bien à plat pour bien, en tout cas que vous avez exposé, qu'ils peuvent voir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier. Et puis, bah, la fin, tâchez de prendre des albums qui, bien sûr, vous plaisent à vous aussi, puisque vous aurez à les lire beaucoup, ces albums, et pour que ce soit un vrai moment de plaisir partagé. Voilà. Voilà le mot de la fin. J'espère que vous êtes convaincus. Bonne lecture avec des tout petits.